Autre point important dans la programmation de C, les fonctions. Donc, nous allons voir dans ce chapitre le principe basique des fonctions. Nous reverrons dans le cours avancé de C qui viendra après ce cours d'accueil une utilisation plus précise et plus exacte des fonctions. L'objectif de cette partie est plus de vous familiariser avec ces fonctions, savoir utiliser des fonctions et les créer, des fonctions simples. Alors, pour rappel, un programme de C, comme on l'a vu, est composé de variables, de constantes, de types, mais également de fonctions. Donc, on a pour l'instant rencontré au moins une fonction, la fonction principale de notre exécutable, celle que l'on appelle le point d'entrée, la fonction main. En fait, à quoi servent les fonctions? En C, il existe en fait très peu de commandes de base dans le langage. Donc elles sont listées ici et en fait les fonctionnalités qu'offrent ces fonctions de base sont relativement limitées. Ce sont les structures de contrôle classiques d'algorithmie. Et pour beaucoup d'autres actions, comme par exemple si je veux afficher des choses à l'écran, saisir des éléments au clavier ou des éléments un petit peu plus complexes, il n'existe pas de commande à proprement parler qui existe dans la définition du langage C. Et pour vous simplifier la vie, pour éviter de réinventer la roue dans chaque programme, on va pouvoir créer donc des fonctions qui sont des regroupements d'instructions qui vont pouvoir posséder des paramètres. On va pouvoir paramétrer l'exécution de ces fonctions. Et ces fonctions vont pouvoir vous être fournies soit par le compilateur ou d'autres développeurs par l'intermédiaire de ce qu'on appellera plus tard des librairies, ou alors par des fonctions que vous aurez vous-même définies dans votre programme, dans d'autres fichiers sources que vous fournirez à la compilation de votre programme. Alors en C, il n'y a pas de distinction entre des procédures et des fonctions. La distinction procédure-fonction, vous l'avez peut-être faite en algorithmie. En C, elle n'a pas lieu d'être. En fait, la différence entre une procédure et une fonction est que basiquement, une fonction renvoie un paramètre et une procédure ne renvoie pas de paramètre. En C, pour indiquer qu'une fonction ne renvoie rien, on aura un mot-clé particulier que l'on va rencontrer plusieurs fois, qui sera le mot-clé void. Donc pourquoi utiliser des fonctions dans un programme? Tout simplement parce que cela va simplifier votre code. Si vous avez besoin d'effectuer plusieurs fois une même opération, plutôt que d'écrire la séquence de code plusieurs fois dans votre programme, vous pourrez identifier cette séquence de code dans une fonction et faire appel à cette fonction autant de fois que vous voudrez et donc éviter de réécrire un code qui pourrait être complexe un certain nombre de fois. Donc ça va permettre également de diminuer la taille du programme et de rendre beaucoup plus lisibles vos sources lorsque vous voudrez apporter des corrections, compléter ou corriger votre programme. Donc, finalement, un programme en C va être considéré comme un ensemble de fonctions. Donc vous êtes obligé d'avoir au minimum une fonction qui est la fonction main. Il n'est pas possible d'écrire du code exécutable en dehors d'une fonction. Vous avez la possibilité de déclarer les variables en dehors d'une fonction, c'est ce qu'on appelle les variables globales que l'on a vu dans le chapitre précédent, mais pas de code. Donc, attention toutefois, les fonctions en C vont pouvoir être écrites dans n'importe quel ordre, mais lorsque vous allez vouloir les utiliser, le compilateur aura besoin d'effectuer un certain nombre de vérifications. Déjà, première vérification de savoir que la fonction existe et on verra plus tard que les fonctions donc, possèdent des paramètres et donc de vérifier que vous utilisez correctement cette fonction avec les bons paramètres. Mais pour pouvoir faire cette vérification, il faut que le compilateur ait connaissance de vos fonctions, de la structure de vos fonctions, ce qu'on va appeler le prototype de votre fonction. Donc de la même manière que pour les variables, on va retrouver une partie définition et une partie déclaration de la variable, de la fonction. La déclaration servira juste au compilateur pour savoir que la fonction existe et de quels arguments sont disponibles. Et la partie définition de la fonction comprendra le code explicite de la fonction. Donc, avant d'utiliser une fonction, le compilateur devra au moins avoir lu une fois la déclaration de cette fonction. La syntaxe de déclaration et de définition d'une fonction est la suivante. Une fonction va être
défini va être identifié par un nom. Donc ce nom va posséder les mêmes caractéristiques que celles de la déclaration d'une variable et sont case sensitive, c'est-à-dire que une majuscule et une minuscule ne signifient pas la même chose. Cette fonction va donc être identifiée par un nom. Potentiellement, on va pouvoir avoir plusieurs paramètres. Chaque paramètre va être séparé par des virgules. Les paramètres sont compris entre des parenthèses. Et pour chaque paramètre en fait va correspondre à une variable. Et donc, il va falloir indiquer un type et un nom. De plus, une fonction va pouvoir posséder un type de retour. En fait, vous allez pouvoir demander à ce que la fonction renvoie une valeur. Et cette valeur va devoir être identifiée elle aussi par un type. Vous devrez donc identifier quel est le type du retour de la valeur que vous allez potentiellement renvoyer dans la fonction. Le corps de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble du code que comprend la fonction, va être délimité par un bloc, autrement dit par une accolade ouvrante et une accolade fermante. À l'intérieur de ce bloc-là, vous allez pouvoir écrire la suite, la séquence d'instructions à exécuter pour cette fonction et terminer votre fonction par un return d'une valeur qui va être du même type que celle déclarée dans l'entête de votre fonction. Alors, exemple concret ici, je veux créer une fonction qui va mesurer la distance euclidienne entre deux points en dimension 2. Donc, deux points identifiés, x1, y1, x2, y2. Je crée donc une fonction qui s'appellera distance, qui prend 4 valeurs en paramètres, les coordonnées x1, y1, x2, y2. Ces paramètres sont des variables de type double et ma fonction distance renverra une valeur, la distance euclidienne entre mes deux points x et y. Cette valeur sera elle-même de type double. Je crée ensuite à l'intérieur le code correspondant au calcul de ma distance en utilisant potentiellement d'autres fonctions, ici la racine carrée entre ce calcul-là, et je renvoie cette valeur à ma fonction. Toute personne, tout programmeur qui va utiliser ma fonction devra fournir des valeurs à mes 4 paramètres et ma fonction retournera une nouvelle valeur qui correspondra au calcul de la distance euclidienne. Comme je l'ai dit préalablement, une fonction va donc avoir deux parties. Sa déclaration, ce que l'on va appeler le prototype de la fonction. Le but principal de la déclaration est de donner de l'information au compilateur pour qu'il puisse vérifier que vous ne fassiez pas de bêtises. Donc la déclaration permet notamment de connaître le nom de la fonction, mais également ses paramètres et sa valeur de retour. Cette déclaration n'est là principalement que pour le compilateur puisse faire son travail de vérification de la syntaxe de votre appel à la fonction. Si je reprends la fonction de distance que je vous ai montrée précédemment, je vais pouvoir définir le prototype, sa déclaration, en indiquant juste le nom de la fonction, la valeur de retour et les paramètres. Je termine la déclaration par un point-virgule. Cette syntaxe-là va indiquer au compilateur qu'il existe une fonction qui s'appelle distance, qui prend 4 paramètres de type double, qui va retourner un double. À partir du moment où le compilateur a vu cette ligne-là, je pourrai utiliser ma fonction distance, même si le code qui se cache derrière cette fonction n'est pas connu par le compilateur. Le travail de liaison entre un appel à une fonction et le corps de la fonction, le code de la fonction, sera dédié à l'étape de linkage dont on avait parlé au tout début de ce cours-là. Et donc la deuxième partie de la fonction, c'est ce qu'on appelle le corps, donc le code à proprement parler de cette fonction. Le code s'identifie comme une séquence d'instructions telle que nous l'avons vu dans le slide précédent. Lorsque je veux fournir un corps à une fonction, je dois nécessairement reprendre la définition de son prototype, mais sans le point-virgule, mais suivi d'un bloc d'instructions qui indique ce que doit faire la fonction. En C, il est possible de déclarer plusieurs fois la même fonction
Par contre, on ne doit connaître son corps qu'une seule fois. Pour appeler une fonction, il suffit de reprendre son nom et d'indiquer entre parenthèses les valeurs à affecter à tous les paramètres de la fonction. En l'occurrence, si je reprends la fonction distance précédente, qui possédait donc 4 paramètres de type double, si je veux l'utiliser, il va falloir que j'instancie des valeurs pour chaque paramètre de ma fonction. Ma fonction distance, 4 paramètres x1, y1, x2, y2, je dois y fournir 4 valeurs de type double et cette fonction potentiellement me renvoie une valeur qui est de type double. Je vais donc pouvoir l'utiliser, cet appel de fonction, comme une R-value, c'est-à-dire une opérande à droite d'une affectation, et donc affecter le retour de ma fonction dans une variable à condition que le type de retour corresponde au type de la variable. Donc, lorsque vous allez appeler une fonction, le compilateur doit donc pouvoir vérifier que ce que vous appelez et ce que vous écrivez est correct. Autrement dit, que la fonction que vous cherchez à appeler existe et que les paramètres que vous lui donnez correspondent à ce qu'il attend. Donc, le compilateur, pour pouvoir vérifier que votre syntaxe est correcte, qu'ici, il existe bien une fonction de distance qui s'appelle distance et qui prend en paramètre 4 variables qui sont de type double, a besoin donc de connaître le nom de la fonction et de pouvoir vérifier les paramètres en termes de nombre, mais également de type. Donc pour pouvoir effectuer cette vérification, il a donc besoin de connaître ces informations et donc d'avoir lu au préalable, avant cette ligne qui comprend l'appel à votre fonction, il a besoin de connaître toutes ces informations, soit en ayant lu le prototype, soit en ayant lu au préalable une déclaration de votre fonction, soit en ayant lu la définition de la fonction, puisque dans la définition de la fonction, on indique le nom de la fonction et tous les paramètres, l'ensemble des informations est suffisante, disponible ici, est suffisante au compilateur pour faire cette vérification. Attention, encore une fois, le compilateur lit les fichiers sources indépendamment de tous les autres. Tous les fichiers sources de votre programme sont pris indépendamment les uns des autres et va vérifier la syntaxe séquentiellement. Autrement dit, avant d'utiliser une fonction, il faut que le compilateur ait plus haut dans votre source lu la déclaration de vos fonctions ou la définition. En général, ce que l'on préfère faire, c'est de disposer les fonctions dans n'importe quel ordre dans un fichier source. Mais par conséquent, on va avoir besoin de donner des informations au compilateur et on va chercher à regrouper les déclarations des fonctions, l'ensemble des déclarations des fonctions, en en-tête, en haut de chacun de vos fichiers sources, et on verra qu'il y aura une technique qui permettra de factoriser ces déclarations de fonctions lorsqu'on veut utiliser les mêmes fonctions dans plusieurs fichiers sources, dans des fichiers particuliers que l'on appelle des fichiers d'en-tête qui auront une extension en .h. Pour récupérer les informations contenues dans ces fichiers d'en-tête dans lesquels nous glisserons l'ensemble des déclarations de nos fonctions, nous pourrons utiliser la directive de précompilation -include, entre guillemets, le nom du fichier, par exemple ici monheader.h, qui va contenir l'ensemble des déclarations des fonctions du source. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas imposé par le compilateur, mais c'est une très bonne pratique à avoir puisque ça va vous permettre de réutiliser facilement des éléments d'un programme créé pour un programme, des fonctions créées pour un programme dans un autre programme et d'éviter un certain nombre d'effets désastreux si par exemple vous faites une erreur de recopie entre deux déclarations de fonctions. Une fonction particulière parmi l'ensemble des fonctions, c'est la fonction main. Comme on l'a déjà dit, c'est la fonction principale de votre programme. C'est par elle que votre programme va commencer. Vous avez la possibilité de formuler cette fonction main selon 3 principales écritures acceptées par
la quasi-totalité des compilateurs C, on peut dire la totalité des compilateurs C. Une fonction main qui ne prend aucun paramètre en C, on va indiquer qu'il n'y a pas de paramètre, soit en indiquant le mot-clé void, soit en indiquant des parenthèses vides, une parenthèse ouvrante suivie d'une parenthèse fermante. Alors, cette syntaxe-là est la syntaxe historique du C. Si je n'indiquais pas le mot-clé void, cela correspond à la syntaxe du C99 qui est de toute façon accessible maintenant dans tous les compilateurs que vous allez utiliser. Donc, point d'entrée main, et je retourne une valeur. Cette valeur de retour va être utilisée par le système d'exploitation pour savoir si le programme s'est terminé correctement ou pas. L'interprétation de cette valeur de retour va être différente en fonction des systèmes d'exploitation. En général, une valeur supérieure ou égale à 0 indique une exécution correcte, une valeur inférieure à 0, une erreur dans le programme, mais ceci est à relativiser en fonction des systèmes d'exploitation que vous allez utiliser. Nous n'irons donc pas plus dans les détails dans ce cours de C. Deux autres possibilités d'utilisation de la fonction main, en rajoutant deux arguments, argc, argv, qui vous permettront de récupérer les arguments lorsque vous allez vouloir exécuter votre programme, vous allez utiliser dans une ligne de commande le nom de votre programme. Potentiellement, vous avez la possibilité de rajouter des arguments à cette ligne de commande. Vous allez pouvoir donc récupérer ces arguments en C via ces variables-là. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et enfin, la dernière syntaxe prototype en fait, de fonction main qui existe, on rajoute encore un argument qui permet de recevoir une recopie de toutes les variables d'environnement disponibles dans le système au moment de l'exécution de votre programme. Donc, cette fonction main, c'est donc ce que l'on appelle le point d'entrée de votre exécutable et il est appelé automatiquement par le système d'exploitation lorsque l'utilisateur va demander à exécuter votre programme. Donc, pour passer les paramètres à une fonction, vous devez au préalable les spécifier. En C, si la fonction ne prend pas de paramètres, vous avez deux manières de le spécifier, soit en indiquant un paramètre de type void, void autrement dit rien, ou alors en ne l'indiquant pas, la première syntaxe étant la syntaxe historique du langage C, la deuxième syntaxe était une adaptation de la syntaxe issue de C++ vers le C dans la norme C99, et je vous conseille très fortement d'utiliser plutôt la deuxième syntaxe sans argument qui est plus claire, plus lisible et adoptée par un maximum de développeurs à l'heure actuelle. Donc pour le passage de paramètres dans une fonction en C a la particularité de s'effectuer toujours par valeur. Ce qui veut dire que les arguments que vous donnez à la fonction seront systématiquement recopiés dans une mémoire locale qui peut être un registre par exemple en fonction de ce que va faire le compilateur. Et donc toutes les modifications que vous allez pouvoir effectuer sur les arguments de ces fonctions ne seront pas répercutées à l'extérieur de la fonction. Donc si on se base sur l'exemple qui est décrit ici, nous avons une fonction qui s'appelle échanger qui prend deux paramètres, deux entiers, x et y. À l'intérieur de ces fonctions, je vais intervertir les valeurs entre x et y et nous allons voir ce qui va se passer au niveau de la mémoire lorsque nous allons utiliser cette fonction-là. Pour utiliser la fonction, quelque part dans le code, je vais créer deux variables, a et b, ce qui voudra dire en mémoire que nous aurons la création par le compilateur de deux cases mémoire, une qui s'appellera A, l'autre qui va s'appeler B, qui ont la capacité de contenir la valeur d'un entier. J'initialise mes deux variables, le compilateur exécute cette ligne, création des deux variables A et B et initialisation aux valeurs respectives de 1 et de 2. J'appelle ensuite la fonction échanger en donnant en paramètre ces variables A et B, ce qui veut dire que la fonction échanger va recevoir en paramètre une copie des valeurs qui étaient actuellement stockées dans A et B. Le compilateur va exécuter cette ligne, créer le code d'exécution de cette ligne. Je lis ici
fonction échangée prend en argument deux entiers x, y, ce qui signifie création de deux nouvelles variables, deux espaces de stockage en mémoire qui sont capables de stocker les octets nécessaires au stockage d'un entier, qui s'appelleront x et y, et les valeurs des variables a et b vont être recopiées dans mes nouvelles variables x et y. Donc ici, la variable 1 est recopiée, la valeur 1 de la variable a est recopiée dans x, la valeur 2 de la variable b est recopiée dans y. Ces variables qui ont été créées ici, x et y, auront comme durée de vie la durée de vie de la fonction. Autrement dit, création au début de la fonction, destruction au niveau de la collade fermante descriptive de la fonction. Je continue dans l'exécution de cette fonction. Création d'une nouvelle variable z que j'initialise avec la valeur de x. Je vais initialiser z avec la valeur qui est contenue dans la case x. Affectation x égale y, affectation de la valeur contenue dans la case y dans la variable x. 2, c'est la valeur contenue dans la case y. J'affecte cette valeur dans x. Instruction suivante, affectation de la valeur de z dans y. Z a pour valeur 1. J'écrase le contenu de y avec la valeur de z. J'arrive ensuite à la fin du code de ma fonction, accolade fermante, destruction de toutes les variables locales qui auront été créées pour la fonction, dans le bloc de la fonction. Destruction donc de la variable z. Z disparaît de la mémoire, mais destruction aussi des variables arguments, qui sont considérées comme des variables locales à ma fonction, créées au début de la fonction, détruites à la fin de la fonction. Une fois que l'exécution de ma fonction est terminée, le code reprend sur la ligne suivante de l'appel de la fonction et je vois qu'en mémoire, mes variables a et b n'ont pas changé. Les variables qui ont été utilisées dans la fonction échangée ont reçu une recopie des valeurs des variables initiales a et b. A et b n'auront donc subi aucun changement au cours de l'exécution de la fonction. C'est ce qu'on appelle un passage par valeur. Toutes les valeurs des arguments que vous donnez à votre fonction vont être des recopies. Vous travaillez sur une copie et non pas sur l'original. Donc si l'on désire modifier la valeur d'une variable locale à l'intérieur d'une fonction, il va falloir utiliser un autre mécanisme, mais le C ne permet pas de passer des variables autrement que par valeur. Et le mécanisme, la stratégie que nous allons utiliser pour permettre de modifier les variables qui se trouvent à l'extérieur de la fonction va être de manipuler ces variables de manière indirecte. Indirecte va signifier en C qu'on va stocker l'adresse de cette variable en mémoire et manipuler une case mémoire en connaissant son adresse par l'intermédiaire de son adresse. Pour pouvoir faire ça, nous allons introduire de nouveaux types de variables qui vont s'appeler des pointeurs. La différence entre un pointeur et une variable classique se situe uniquement dans le stockage de la donnée. Un pointeur est une variable comme une autre, excepté qu'elle ne va pas stocker un entier classique ou un flottant, par exemple, mais elle va stocker une valeur particulière qui représentera une adresse, donc un endroit, une case mémoire de notre système. En C, pour déclarer une variable, nous avions vu qu'il fallait indiquer un type et un nom de variable. Par exemple, ici, je crée une variable x qui est de type entier. Pour utiliser des pointeurs, nous allons déclarer de nouvelles variables qui vont être capables de stocker des adresses vers des variables qui auront un type particulier. La notation en C va consister à rajouter, à préfixer le nom de la variable par une étoile. L'étoile signifie pour le compilateur que la variable que nous créons est capable de stocker une adresse vers une variable qui va stocker
le type indiqué ici. Lorsque j'écris cette ligne-là, j'indique au compilateur qu'il doit créer une case en mémoire qui va s'appeler x, le nom de la variable, mais à l'intérieur de cette case, je vais pouvoir stocker l'adresse d'une variable de type entier. Par exemple, la variable a qui est dessinée ici est quelque part située en mémoire. On va indiquer l'emplacement par cette notation, l'adresse de la variable par exemple. Je vais pouvoir stocker dans ma variable x une valeur qui correspond par exemple à l'adresse de a. Cette ligne permet de créer cette case en mémoire pour le compilateur. On va rajouter deux opérateurs qui vont nous permettre de manipuler ces variables de type pointeur. Un opérateur qui va nous permettre de récupérer la valeur stockée dans la variable dont l'adresse est stockée dans notre pointeur. Cet opérateur, c'est l'opérateur de déréférencement, l'opérateur étoile. Attention, le étoile que je vais écrire ici est très différent du étoile de la déclaration. Lorsque vous rencontrez un étoile dans une déclaration, cela signifie que vous déclarez un pointeur. Si dans la suite du code, c'est-à-dire hors d'une déclaration, j'utilise la notation étoile x, cela signifie que je veux récupérer non pas la valeur stockée dans x, qui est l'adresse d'une variable, mais la valeur qui est localisée à l'adresse indiquée dans ma variable x. Étoile x, en l'occurrence dans mon exemple, correspondra à la valeur pointée, à la valeur stockée à l'adresse de a, on dira la valeur pointée par x, qui est donc 1. Donc étoile x a pour valeur 1. Cette notation est une L-value, c'est-à-dire qu'elle est utilisable à gauche d'une affectation. À gauche d'une affectation, ça veut dire que je vais modifier la valeur à l'adresse stockée dans ma variable x. Autrement dit, ici, j'affecte la valeur 1 à l'adresse de a qui est ici. Utilisé à droite d'une expression, je vais affecter dans mon exemple, dans la variable b, la valeur stockée à l'adresse de a qui est donc 1. Autre opérateur nécessaire à l'utilisation des pointeurs, l'opérateur d'adressage. Cet opérateur va nous permettre de récupérer l'adresse d'une variable. On écrit cet opérateur avec le caractère et commercial. Si j'écris et commercial a, l'expression signifie l'adresse de la variable a. Je vais donc pouvoir stocker dans ma variable x, alors par exemple l'adresse de b, je stocke dans ma variable x l'adresse de la variable b. Cette ligne va avoir pour effet de modifier la valeur contenue dans mon pointeur et en lui affectant une adresse. C'est un pointeur, on doit lui affecter une adresse, et l'adresse d'une variable particulière, celle indiquée ici. À l'aide de ces deux opérateurs, je vais pouvoir faire toutes les manipulations possibles et imaginables sur les pointeurs. Exemple d'utilisation des pointeurs. Dans le passage de paramètres de ma fonction échangée, je veux pouvoir modifier le contenu des variables situées à l'extérieur de ma fonction. Comme tout passage de paramètres en C s'effectue par valeur, je vais non pas recopier la valeur des variables que je veux échanger, mais l'adresse de ces variables-là, ce qui me permettra à grâce à l'intermédiaire de l'opérateur de résolution de portée, de déréférencement étoile, d'aller indirectement modifier la valeur de mes variables. Je reprends le code de la fonction échangée ici, dans lequel j'ai modifié tous les éléments qui sont écrits en jaune sont des modifications par rapport au code présenté précédemment. Je vais non pas utiliser en argument des variables de type entier qui récupéreraient la recopie des variables que je veux échanger, mais leur adresse, et donc utiliser des pointeurs. Donc ici, je déclare deux pointeurs x, y sur des entiers, et je vais manipuler mes variables indirectement à l'aide de mon opérateur de déréférencement étoile.
Je reprends l'exécution du code tel qu'il est décrit sur cet exemple-là. Je crée deux variables A et B que j'initialise avec les valeurs 1 et 2. Donc j'ai mes deux variables A et B, elles ont toutes les deux une adresse, elles sont quelque part en mémoire et sont initialisées avec les valeurs 1 et 2. Jusqu'ici, rien ne change. J'appelle la fonction échanger en lui donnant une valeur pour ces deux arguments. Tout à l'heure, les arguments attendus par la fonction échanger étaient deux entiers. Donc nous avons pu passer directement la variable A et la variable B. Cette fois-ci, la fonction échanger s'attend à recevoir des adresses de variables capables de stocker un entier. Nous allons donc donner non pas les valeurs des variables A et B comme tout à l'heure, mais l'adresse des variables A et B. Donc, lorsque le compilateur exécute cette fonction, il va commencer par créer les deux variables locales x et y, comme tout à l'heure, sauf que ces variables ne sont plus des variables de type entier, mais des variables de type pointeur capables de stocker des adresses vers des variables pouvant stocker des entiers. Et j'initialise ma première variable x avec l'adresse de A, ma deuxième variable y avec l'adresse de B. Je continue l'exécution de mon programme, création d'une variable z de type entier et initialisation de cette variable avec la valeur pointée par x. Autrement dit, le compilateur va regarder la valeur, l'adresse stockée dans x, qui correspond à l'adresse de A, et va aller regarder à cette adresse-là en mémoire, à la case mémoire qui correspond à cette adresse, la valeur qui est stockée. Donc la valeur c'est 1. Étoile x vaut 1. J'affecte donc cette valeur-là à ma variable z. J'indique ensuite la valeur pointée par x va recevoir la valeur pointée par y. La valeur pointée par x, je regarde quelle est l'adresse qui est stockée dans x, je regarde quelle est la valeur qui existe à cette adresse-là, 1. Je prends la valeur pointée par y, l'adresse pointée par b, c'est cette case-là, la valeur c'est 2, et donc j'affecte à la case mémoire pointée par x la valeur de la case mémoire pointée par y. Donc ici, je modifie le contenu de A par la valeur 2. Ligne suivante, à la case désignée par y, à l'adresse contenue par y, je vais affecter la valeur de z. À l'adresse pointée par y, l'adresse de b, je vais affecter la valeur contenue dans z, ici. Une fois tous ces échanges effectués, le code de ma fonction se termine. De la même manière que tout à l'heure, destruction de toutes les variables locales qui ont été créées dans cette fonction. Destruction donc de la variable z, mais également des deux variables arguments x et y, créées spécifiquement, localement dans ma fonction. Et on constate cette fois-ci qu'au retour de la fonction, les variables a et b, on a interverti la valeur stockée dans les variables a et b. Nous l'avons fait de manière indirecte. Au lieu de recopier directement les valeurs de nos variables et de travailler sur des recopies, nous avons recopié l'adresse de ces variables et nous avons travaillé indirectement sur ces variables depuis leur adresse. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le passage de paramètres par adresse, qui permet donc visuellement de travailler sur des variables qui n'ont pas été nécessairement déclarées dans notre fonction. L'utilisation des pointeurs, c'est quelque chose qui, en général, pose problème aux étudiants. Pour ne pas avoir de problème là-dedans, il faut bien se mettre à l'esprit ce mécanisme de passage, de recopie. Un pointeur n'est rien d'autre qu'une variable comme une autre, mais qui va stocker une adresse et non pas directement une valeur. Et nous travaillons après, de manière indirecte, sur les variables aux cases mémoire que nous avons stockées dans nos pointeurs.
Si vous écrivez, si vous faites les schémas sont toujours les mêmes. Les arguments d'une variable d'une fonction créent des variables qui vont être détruites à la fin de la fonction. Si vous effectuez ces schémas, petit à petit, le mécanisme va percoler en fait et ça va devenir un réflexe pour vous. Et donc je vous conseille très très fortement au début, à chaque fois que vous faites des appels de fonctions, de faire ces petits schémas de manipulation mémoire pour que vous compreniez bien les échanges qui se produisent. Une fois que vous avez compris ce petit mécanisme, c'est une simple règle, il n'y en a pas beaucoup plus. En C, vous avez 3, 4, 5 règles à apprendre. Si vous les maîtrisez bien, vous maîtrisez tout. Et si vous maîtrisez le C, vous maîtrisez quasiment tous les langages. Donc, à passer du temps là-dessus pour bien comprendre ce mécanisme et vous aurez beaucoup moins de problèmes par la suite.